Mercredi 27 juillet 2016, mesdames, messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari. Le bras de fer entre Niger Terminal, une succursale de l'entreprise française Bolloré, et les transitaires et commerçants nigériens à propos de la gestion des magasins sous douane concédés il y a quelque temps à cette entreprise française par l'État du Niger, qui perdure donc, continue d'avoir des conséquences sur les secteurs socio-professionnels du pays. C'est le cas par exemple du secteur des transports. Les gros porteurs notamment ressentent durement ce bras de fer donc entre Bolloré et les transitaires et commerçants nigériens. Reportage signé Ibrahim Abdou et Adamou Soumana. Plus d'une semaine après le bras de fer engagé par les transitaires et commerçants nigériens contre Niger Terminal du groupe Bolloré relativement au transfert des magasins sous douane, l'impact de ce mouvement se fait déjà beaucoup sentir dans certains secteurs socio-professionnels, notamment celui des conducteurs routiers. Ces derniers semblent ne pas être sur la même longueur d'onde que leurs partenaires stratégiques sur leur méthode de combat. Ça joue sur nous aussi, sur les conducteurs qui sont là bloqués dans l'enceinte des douanes. Parce que, tu sais, en matière syndicale, on ne peut pas aller pour une grève illimitée directement. Il faut aller mono, parce qu'il faut faire les 72 heures, une semaine qu'on sort. Mais ça n'empêche, tu sais pourquoi ça nous touche trop? Parce que c'est les commerçants qui sont en grève. Pourquoi? Et les transitaires. Il faut que les commerçants donnent l'argent aux transitaires pour travailler, faire sortir le camion. Donc, c'est pour cela, vraiment, on ne peut pas faire autrement, comme c'est les deux mains qui se lavent. Et aussi, si on a une grève aussi, ils vont se patienter. C'est ça, c'est le problème, parce que chacun a son tour aussi. Il est alors clair que ce soutien se veut seulement moral, car les conducteurs routiers ont également leurs propres intérêts à défendre. Des intérêts que les conducteurs routiers semblent, selon toute vraisemblance, plus du côté de Niger Terminal, comme l'a souligné le premier responsable des douanes dans son dernier point de presse. J'ai entendu, il a parlé de ça, c'est une facilité pour nous. Vraiment, c'est une facilité pour nous, mais il y a un mais dedans. Si c'est Bolloré qui va régler les transporteurs, dès qu'ils déchargent un conteneur ou les marchandises dans l'enceinte de douane ou magasin sous douane, il n'y a pas de problème pour nous, ça. Vraiment, c'est bon pour nous comme ça. Mais pour ne pas décharger un conteneur sur un camion, pour le payer maintenant, tu sais, les commerçants, ils ne peuvent pas te payer dès que son marchandise n'est pas venu sur son magasin. Donc c'est pour nous bloquer aussi encore, parce que tu vas attendre ton argent, ou bien jusqu'à finir leur fouille, encore on va te charger encore les marchandises pour amener. Ça vraiment pour nous c'est un problème. Mais si Bolloré a pris une décision en disant que lui c'est lui qui va payer, il va régler les transporteurs. Maintenant ce qui reste entre lui et le commerçant, voilà, il n'y a pas de problème, ça nous arrange bien. Ainsi, l'on peut sans risque de se tromper dire que la persistance de ce mouvement d'humeur des transitaires et commerçants augure d'un coup dur sur leur partenariat avec les conducteurs routiers du Niger. L'on est encore à l'attente des résultats globaux définitifs de la session 2016 du baccalauréat. Au niveau des établissements, cependant, chacun a les résultats de son école, mais au public comme au privé, l'on est largement en deçà des résultats escomptés. C'est un dossier signé Halidou Bourema et Ali Cissé Ibrahim. Le baccalauréat, voilà un diplôme qui, quel qu'en soit le temps, marque une étape importante dans la vie des lycéens. En effet, ce diplôme ouvre les portes des études universitaires. Cependant, dans quelques lycées publics, le taux de réussite n'a pas totalement répondu aux attentes de leurs proviseurs. Et dans les terminales A, nous avons eu 45%. Et l'année passée, nous avons eu plus que ça, sincèrement, principalement dans les terminales D. Mais bon, nous allons tirer une leçon et pouvoir chercher des solutions pour les années à venir. Cette année, on n'a pas eu un taux comme celui de l'année passée, parce que l'année passée, on avait vers les 44%. Cette année, on n'a que 27% de réussite. Donc, peut-être qu'il y a eu une baisse du taux de réussite par rapport à l'année passée. Mais on peut supposer qu'il y a la baisse du niveau des élèves, donc qui jouent beaucoup. Et de l'autre côté aussi, il y a les perturbations académiques.
Donc cette année, il n'y a pas eu beaucoup de perturbations. Mais tellement que les gens sont habitués à ces perturbations-là, parfois il y a un relâchement. Et ce qui fait que les cours dans beaucoup de matières là, vraiment n'ont pas été bien exécutés. Quant au lycée privé, plus précisément le cas du lycée El Maestro, l'heure est à la jubilation avec un taux de réussite qui tourne autour de 85%. On a enregistré aux examens du baccalauréat 2016, série A4, 85% de taux. Et en série D, nous avons enregistré 62% de taux de réussite. Donc, cela atteste de la performance de nos résultats par rapport à ceux de l'année passée. Ainsi, proviseurs de lycées publics et privés s'accordent à tout faire pour mettre en place un mécanisme qui leur permettra d'atteindre le meilleur taux de réussite l'année prochaine. Pour la rentrée prochaine, et vu ce qui s'est passé cette année, je disais tantôt, et vraiment ici, alhamdulillah, et nous ne sommes pas tombés aussi bas comme nous ne le voudrons pas. Et déjà cette année, nous avons entamé des réformes. Ces réformes-là, c'est que nous avons, avec les frais du COGES, le COGES, c'est les 2000 francs que les élèves payent. Quand vous sortez de la cour de l'école, vous allez constater que nous avons fait des tableaux à l'intérieur, au niveau des murs de l'école, où les candidats s'exercent, quelle que soit l'heure où ils viennent à l'école. Ils n'ont pas besoin d'appeler le gardien pour leur demander d'ouvrir une classe pour qu'ils puissent exercer. Dans la cour de l'école, nous avons fait ces tableaux-là et à côté des tableaux, nous avons fait des bancs en béton. Donc nos élèves, ou même les élèves qui sont aux alentours de l'établissement, peuvent venir en pleine journée, samedi, dimanche et même la nuit s'exercer. Ici, au niveau du lycée Cassé, donc généralement ce que nous faisons, ce sont les cours d'avance. Pas de cours à tapage, mais cours d'avance. C'est-à-dire on fait les cours même avant que les retards soient observés, quoi. Généralement, les professeurs viennent, comme on fait du matin, le matin on descend à 17h30. Les professeurs, encore surtout pour les terminalistes, ils reviennent la soirée pour un peu faire des cours de répétition. Nous donnons la possibilité aux élèves d'intercepter les professeurs n'importe où, n'importe quand, s'ils ont des problèmes. Et la quatrième possibilité, nous avons la bibliothèque qui est garnie des documents et que tous les élèves ont accès à cette bibliothèque-là. Pour admettre, il faudrait que l'élève soit discipliné et motivé. Parce que sans la motivation et sans la discipline, rien ne peut se faire. Donc, il faut parler aussi des parents d'élèves, de la disposition des parents d'élèves à suivre leurs enfants, à les conseiller jusqu'à ce qu'ils réussissent. Dans notre pays, l'éducation doit avoir une place de choix. Aussi convient-il aux acteurs concernés, à savoir élèves, enseignants, proviseurs, parents d'élèves et les autorités en charge de l'enseignement secondaire, que chacun joue correctement son rôle afin d'aboutir à d'excellents résultats au baccalauréat tant dans le public que le privé. Suivant à présent ce reportage sur le marché des ferrailles de Niamey, c'est là-bas, comme vous le savez, que se rabattent beaucoup pour se procurer des pièces détachées ou de rechange pour les véhicules, des pièces qui sont parfois rares, parfois trop chères dans les autres marchés. C'est un reportage signé Abdul Nasser Dantofo et Abdoulaye Soumela. Le marché de casse de véhicules d'occasion et véhicules accidentés, plus connu sous le sobriquet de marché de ferraille, est créé en 1966. Troisième marché de Niamey, ce marché est connu pour sa spécialisation dans la vente des pièces de voitures de toutes marques. Mon travail, c'est je fais des pièces détachées de véhicules de tout genre, de toutes marques. C'est moi, je pars d'exception de marque. Quand je trouve, je paye. Je dépose, j'attends la clientèle. Comment vous procurez ces pièces? Les pièces se procurent au niveau des achats des vieux véhicules que nous achetons ici. Oh oui. On les met, on les démonte, on les met en pièces détachées souvent. Oh oui. La casse se passe à un niveau, à plusieurs niveaux, parce qu'il nous arrive de garer le véhicule. Le véhicule garé, quand il y a un client qui vient intéressé par un pont, un moteur ou des amortisseurs, on les fait démonter, on les vend. Oui. Vous voyez, ces véhicules-là sont là.
Il y en a qui viennent chercher peut-être des trucs de poignées, de boîtes, d'amortisseurs, tout ça. C'est comme ça que ça se passe. Mais il n'est pas facile aussi de mettre la voiture un peu détachée, la décortiquer, déposer. Non. On attend la clientèle. Sont nombreux les locataires de ces marchés qui vivent de ces métiers. Non, au niveau de la ferraille, c'est seulement pas pour les voitures. C'est pour toute la population nigérienne. C'est au niveau de la ferraille qu'on trouve les healers, tout ce qui est du foyer. Oui, la ferraille elle a une grande prospérité. Moi, j'ai eu beaucoup de succès. J'ai eu de l'argent, beaucoup d'argent, mais aujourd'hui, merci Dieu. Parce que le commerce, des fois, ça monte, ça descend. C'est ça le problème. Je vis de ça très bien. J'ai des gens qui travaillent avec moi. J'ai un petit frère qui est avec moi. J'ai mes enfants qui sont avec moi. Situé non loin du marché Tourakou de Dar Salam, le marché de ferraille est ouvert tous les jours de la semaine. Recrudescence des attaques terroristes en Europe, en France particulièrement, ainsi après Nice hier au niveau de l'église, dans une église donc plutôt de Rouen en France, 2 jeunes ont égorgé le prêtre de la dite église et leur acte a été revendiqué par Daesh, l'organisation donc de l'État islamique. Beaucoup se posent alors la question du pourquoi cette recrudescence des attaques en France. Pour ce faire, la rédaction de la télévision Labari a joint depuis la France justement à Paris notamment le journaliste écrivain nigérien Sédik Abba que je vous propose d'écouter. Il y a le fait que la France soit une cible privilégiée à cause de son engagement international contre le terrorisme sur le plan mondial. Et puis, bon, il se trouve que la France a, c'est un fait particulier, la plus grande communauté musulmane en Europe occidentale. L'islam est la 2e religion de France avec environ 5 millions de personnes. Et l'État islamique profite de la présence sur le territoire français de beaucoup de musulmans pour procéder au recrutement, en tout cas pour essayer de séduire cette partie de la communauté française qui est composée par des musulmans. Et il y a quand même des milliers de personnes qui sont soupçonnées de radicalisme, qui font l'objet de fiches qui permet de signaler des gens qui sont un peu orientés. Donc c'est l'ensemble de ces facteurs qui explique qu'il y a une recrudescence des attentats, en dépit des efforts colossaux qui sont fournis par les services des renseignements, en dépit des efforts importants qui sont faits aussi par le ministère de l'Intérieur et celui de la Défense. Comment les Français commentent cette situation? Les gens sont un peu dans une sorte de fatalité. Il y a justement le sentiment que ça peut se reproduire encore. Il y a aussi notre situation, c'est quand même la cohésion au sein de la communauté nationale française qui commence à se fissurer, parce qu'après les attentats de Nice, il y a eu beaucoup d'agressions verbales contre des personnes qui sont supposées d'origine musulmane ou d'origine maghrébine. Et il y a un risque de confrontation aussi des attentats se répètent. Peut-être que certains pourraient être tentés de prendre des mosquées possibles. Donc il y a tous ces facteurs qui font que cela. Et puis il y a aussi le fait que nous sommes quand même à la veille d'élections présidentielles en France qui fait qu'il y a une volonté, par exemple, de la droite, de l'opposition d'exploiter politiquement ces différents attentats. Nous sommes aussi également dans une situation où il y a beaucoup de migrants qui frappent à la porte de l'Europe. La tentation, c'est que les migrants peuvent être des terroristes potentiels. Donc il y a tous ces facteurs-là qui font que, du point de vue de l'opinion, on sent qu'il y a une certaine fébrilité, il y a une certaine inquiétude que de nouveaux attentats se répètent sur le territoire français. Aujourd'hui, chaque fois que les gens vont aller à un rassemblement, vont aller à une manifestation populaire, ils se disent que des attentats peuvent se produire. On a même rapporté que à Nice, quand on voit un Nord-Africain, un arabe pour reprendre cette expression, au volant d'un camion, ça fait peur, les gens prennent peur. Que faire maintenant pour éviter vraiment les risques? Ça va être une guerre de longue haleine et à mon avis, tant qu'on n'a pas touché le mal à sa racine, à savoir l'État islamique en Irak et en Syrie, parce que les ordres viennent de là-bas. Donc il faudra, à mon avis, arriver à détruire le mal à sa racine, c'est-à-dire à détruire les donneurs d'ordre qui sont là-bas en Irak et en Syrie. Voilà, l'actualité hors de chez nous est en lien justement avec ces menaces terroristes. Depuis 2 semaines, des soldats américains s'entraînent à une intervention d'urgence dans un contexte de menace sécuritaire. Ils ont à leur côté pour cet exercice des éléments de l'armée sénégalaise. Récit.
Les rafales tirées à balles réelles s'enchaînent plusieurs minutes. Puis les combattants investissent leur cible, une position ennemie. Ici, nous sommes sur la base militaire sénégalaise de Thiès, à environ 70 km de Dakar. Et ces GIs participent à une simulation d'un débarquement américain en Afrique. En fait, c'est le premier exercice de ce type ici au Sénégal. Et l'idée, c'est de bien préparer les forces armées américaines pour les déploiements en cas d'urgence. Technique de combat, tir de mortier ou tir de précision, soldats américains et parachutistes sénégalais, environ 200 pour chaque pays, s'entraînent côte à côte depuis 2 semaines. Il y a beaucoup de partage d'expérience de part et d'autre. Il y a des choses sur lesquelles eux, ils sentent effectivement il y a un besoin pour eux de s'adapter. Et pour ces procédures, pour ce mode d'action, effectivement, ils ont trouvé qu'effectivement ils étaient un peu lents et qu'ils s'adaptent quand même. Ils ont réadapté leur savoir-faire par rapport à nous, ce qu'on fait actuellement. Le bataillon de parachutistes est considéré comme le fer de lance de l'armée sénégalaise. Il participe à de nombreux théâtres d'opération et est connu pour sa rapidité d'intervention. On apprend tous les jours, puisqu'on peut nous envoyer dans différents pays qu'on n'a jamais été, forcément. Donc travailler avec des personnes qui font le travail différemment nous apprend beaucoup plus que de travailler avec des gens qui font comme nous. L'exercice a pris fin ce mardi, mais ce n'est pas la première fois que des soldats américains s'entraînent au Sénégal. Le pays a accueilli au mois de février pour la 3e fois l'exercice militaire international Flintlock. Et il y a 3 mois, Dakar et Washington ont signé un accord permettant la présence de forces américaines sur le sol sénégalais pour faire face au terrorisme, mais aussi aux épidémies sur le continent. Cette nuit sera la 2e nuit de prison pour Koffi Olomide, la star de la musique congolaise. Il est inculpé pour coups et blessures qu'il a portés sur l'une de ses danseuses à leur arrivée à l'aéroport Jomo Kenyatta de Nairobi au Kenya pour un concert le week-end dernier. Le visage fermé, pas un geste à la foule de curieux et d'admirateurs qui a passé une partie de l'après-midi à l'attendre devant le tribunal de grande instance de la Gombe. Koffi Olomide est emmené sous bonne escorte à la prison centrale de Malaka. Il ne sera pas présenté à un juge avant 5 jours. C'est la plainte d'un député congolais, Zakari Bababaswe, qui a lancé la machine judiciaire et conduit à l'arrestation ce mardi matin, puis à l'inculpation pour coups et blessures volontaires du chanteur. Sur le plan des droits, il se pose un problème. Est-ce qu'il y a eu infraction ou pas? On lui reproche les coups et blessures volontaires, mais nous disons qu'il n'y a pas coups et blessures volontaires pour la simple raison que la vidéo qui est véhiculée montre bien que les coups de pied n'avaient jamais atteint la fille. Difficile d'en avoir le cœur net sur ces images tournées vendredi à l'aéroport de Nairobi. Celles-là même qui ont enflammé la toile. La jeune femme, l'une des danseuses du chanteur, destinataire du violent coup de pied, n'a selon la défense pas porté plainte. De même, les autorités kenyanes qui ont expulsé Koffi Olomide le lendemain de l'agression présumée n'auraient pas non plus dénoncé les faits. Même s'il s'en sort sur le plan judiciaire, cette nouvelle affaire va encore entacher la réputation sulfureuse de l'artiste. Koffi n'est pas au-dessus de la loi et il n'en est pas à son premier forfait. Il a déjà frappé le journaliste Marc Dabou et son producteur Diego Music. Aujourd'hui, il vient de tabasser sa danseuse sur une terre étrangère. Que la justice soit rendue. En 2012, il avait en effet déjà été condamné à 3 mois de prison avec sursis pour coups et blessures volontaires contre son producteur. S'il est reconnu coupable de cette même infraction, il encourt cette fois entre 8 jours et 6 mois de prison ferme. Enfin, c'est l'indignation générale en Australie après la publication de vidéos choquantes montrant des détenus maltraités par les gardes dans un centre de détention pour mineurs. Un adolescent de 13 ans mis à nu et laissé en état de choc, des jeunes délinquants aspergés de gaz lacrymogène et cette image la plus choquante montrant un jeune homme de 17 ans encagoulé, chevilles, poignets et cou attachés à une chaise dans un traitement digne de Guantanamo. Diffusé par la chaîne ABC lundi soir, ces scènes de violence captées par les caméras de vidéosurveillance d'un centre de détention pour mineurs du nord de l'Australie entre 2010 et 2014 ont provoqué l'indignation de tout le pays et une réaction immédiate du gouvernement.
Les abus dont ont été victimes les jeunes du centre de détention de Dale dans le territoire du Nord ont choqué et interpellé toute la nation. Nous allons mettre en place, avec la coopération du gouvernement local, une commission royale afin d'enquêter sur ces agissements, enquêter sur le système de détention des mineurs et sur le fonctionnement de ces centres dans la région. 2 enquêtes indépendantes avaient déjà été commanditées à l'échelle régionale, mais les rapports avaient été passés sous silence. Le ministre de l'État chargé des questions pénitentiaires a d'ailleurs été immédiatement limogé. La diffusion de ces images remet sur le devant de la scène nationale la question de la maltraitance des jeunes délinquants et plus particulièrement celle des aborigènes. Dans le territoire du Nord, qui affiche le taux de criminalité le plus élevé d'Australie, 80% des détenus adultes sont aborigènes. Leurs enfants auraient, selon Amnesty International, 26 fois plus de risques de se retrouver en prison que les autres. Les défenseurs des droits australiens, eux, réclament une enquête à l'échelle nationale. Ils dénoncent une culture de dissimulation à l'œuvre sur l'ensemble du système pénitentiaire australien. C'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à vous la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision La Bari. Au revoir.